Quand j'étais petit, j'ai suivi des cours de musique comme tout le monde. C'était une dame âgée qui était très patiente et qui me chantait comme ça. Et j'essayais de comprendre et d'aimer cela, mais je n'y arrivais pas parce qu'elle m'a enlevé tout le plaisir de la musique. Donc, puis après, j'ai écouté la radio, j'écoutais mon père jouer et ça me plaisait. Si je dis Yesterday ou Let It Be, la génération des années 60, bien sûr, mais aussi celle des années 70 ou 80 s'y reconnaît tout de suite. Ils étaient 4. En un seul septennat, ils ont secoué la musique, la jeunesse, avant d'entamer chacun une carrière en solo. Depuis 20 ans, l'un d'entre eux n'a cessé de déplacer les foules pour lui seul. Paul McCartney, bonsoir. C'est un événement de vous voir ce soir, car vous êtes plutôt discret. Dans 3 jours, les 13 et 14 octobre, vous chanterez à Bercy. Vos fans vont y aller, mais ce soir, ils ont envie de vous entendre dans un genre dont vous n'êtes pas coutumier. Dire ce que vous pensez du monde qui vous entoure. Paul McCartney, la légende, va se faire ce soir, je l'espère du moins, Paul McCartney citoyen pour 7 sur 7. Nous sommes à Rotterdam, nous enregistrons cette émission samedi soir et dans 1 heure, vous serez sur scène dans le cadre de votre tournée européenne. Alors vous avez chanté des chansons des Beatles sur scène, bien sûr, on va y revenir, mais Paul McCartney va d'abord chanter du McCartney. C'est cet album, notamment Off the Ground, que je montre là, qui va fournir un certain nombre de chansons que vous allez chanter sur scène. Moi, j'ai l'impression que c'est un album optimiste. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Est-ce que c'est tout va mal, alors réfugions-nous dans les chansons d'amour, ou est-ce que c'est vive l'amour qui embellit la vie? Non, je ne me suis pas vraiment rendu compte en faisant cet album que ce serait optimiste. J'ai écrit des chansons dans le climat qui était le mien à ce moment-là. Et puis en regardant la sélection de ces chansons, j'ai l'impression effectivement de vouloir dire aux jeunes que tout n'est pas sombre, que le monde ne va pas nécessairement s'arrêter demain, bien que quelquefois on en ait le sentiment en lisant les journaux. Hope and Deliverance, par exemple, est une chanson qui donne cette impression quand on chante, par exemple, en Allemagne, avec la perspective du mur à l'époque, je voyais les jeunes qui entendaient ce message. Donc je crois qu'effectivement, c'est un thème assez optimiste au fond. Si je dis que vous êtes un formidable mélodiste, est-ce que c'est une bonne façon de vous définir? C'est un très grand compliment, merci. J'adore la mélodie. Mon père était un musicien amateur, il faisait de la mélodie, il a fait de l'harmonie, et il m'a un petit peu appris à le faire, et puis après j'ai travaillé ça moi-même. Je le fais naturellement, c'est peut-être plus facile pour moi que les mots. J'aime bien l'esprit beaucoup plus que l'effet, en fait. Il y a 2 ans, dans une interview au Nouvel Observateur, vous disiez que vous ne saviez pas écrire la musique, que vous aviez même du mal à lire, et qu'on vous présenterait une partition de Yesterday, vous la reconnaîtriez par les paroles, mais pas par l'écriture. Ça paraît incroyable, ça. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Quand j'étais petit, j'ai suivi des cours de musique comme tout le monde. C'était une dame âgée qui était très patiente et qui me chantait comme ça. Et j'essayais de comprendre et d'aimer cela, mais je n'y arrivais pas parce qu'elle m'a enlevé tout le plaisir de la musique. Donc, puis après, j'ai écouté la radio, j'écoutais mon père jouer et ça me plaisait. Mais à chaque fois qu'il fallait étudier, travailler, il y avait une espèce de dyslexie musicale qui s'installait. Je ne voyais pas, je ne pouvais pas associer cela à la joie. Ça aurait pu venir plus tard. Ça aurait pu vous venir plus tard. J'ai essayé plus tard. J'ai essayé à 16 ans de réapprendre. Et puis j'ai essayé à 21 ans. À l'époque, j'étais déjà avec les Beatles depuis quelques années. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit Lionel Rigby. Et j'entrais dans un trip à ce moment-là qui était un trip de mélodie mi-sérieuse. Et j'ai essayé d'apprendre quelqu'un. J'avais quelqu'un qui était très patient avec moi, mais je n'arrivais pas à associer ces petits points noirs avec de la musique. Je n'y arrive pas. Je peux le ressentir, je peux aimer cela, je peux l'entendre. En fait, Yesterday, que vous mentionniez tout à l'heure, je l'ai rêvé, Yesterday. Je n'ai pas pu l'écrire, mais je l'ai rêvé. Pour moi, ça me suffit.
Alors vous allez chanter, je disais, des chansons de vous, 18 je crois, et puis des chansons des Beatles, 18 aussi. Pendant longtemps, on a eu l'impression que vous vouliez rompre avec cette image, la seule image qui était de ne pas être toujours l'éternel ex-Beatle. Visiblement, ça va l'oreille? Okay, yeah. Visiblement, vous l'acceptez mieux aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que vous avez dépassé cette période ou tout simplement parce que vous vous êtes rassuré, parce que vous voyez que vous avez un immense succès tout seul et qu'au fond, vous êtes épanoui aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous défendre d'avoir été toujours un ex-Beatle? C'est gentil à vous de le dire, mais lorsque le groupe a éclaté, nous étions tellement liés depuis des années, le groupe des Beatles, un petit peu comme des gens qui avaient fait le service militaire ensemble. Ça a été très triste, cette rupture, on se connaissait depuis tellement longtemps. Donc nous sommes restés à l'écart de toutes les chansons des Beatles. On a tiré un trait. Et puis j'ai dit, je ne le ferai plus jamais, je ne chanterai cela. Et puis j'ai adopté cette attitude un petit peu tragique. Et puis, à un moment donné, on oublie, le temps passe, et on considère cela comme des chansons. Et pour moi, maintenant, ce sont des chansons. Et je pense que le public aime les entendre, il paye pour cela, et pourquoi pas. Et alors, ils vont entendre notamment Penny Lane, Sgt. Pepper, je crois, qui n'ont pas été beaucoup chantés sur scène. Très peu, non? No, that's right. Oui, c'est exact. Oui. On a arrêté de les chanter il y a à peu près 30 ans. Et puis, il y en a un certain nombre qu'on n'a jamais chanté avec les Beatles. On les avait enregistrés, puis c'est tout. Mais on ne les chantait pas. Et maintenant, je les ramène. C'est le retour de Penny Lane. Vous parliez vous-même de Yesterday tout à l'heure. J'ai lu dans un journal qui s'appelle Le Guitariste en France que vous disiez vous avez rêvé vous-même la musique et puis que les paroles, ça avait mis un temps fou à venir et que ça collait pas du tout. C'est vrai ça? Et que ça avait rien à voir avec ce que c'est devenu. C'était d'autres paroles. No, that's right. Sometimes when you get a tune, quelquefois, on a un air en tête, mais on n'a pas forcément des paroles, on a simplement une mélodie. Et on va remplir, après, on va repeindre et peut-être reprendre cela un petit peu. Mais les paroles de Yesterday, c'était Scrambled Eggs, My Baby, I Love Your Eggs. Alors, ça n'était pas vraiment approprié, donc il a fallu 2 semaines pour trouver les véritables paroles. Scrambled Eggs, une histoire d'œufs brouillés, enfin bon, ça fait très bizarre en effet. Bon, il paraît que c'est à votre initiative et que votre grand projet aujourd'hui, c'est de faire une série d'émissions vidéo sur la carrière des Beatles. Est-ce que parce que vous vous dites on n'est jamais si bien servi que par soi-même et que vous craignez que d'autres vous trahissent ou que vous, un jour, vous soyez trop vieux pour le faire bien? C'est ça? Yeah, no, I think what happens is when you're near the career of the Beatles. Quand on regarde cette carrière des Beatles, par exemple, on ne voulait pas écrire des mémoires, au fond. On était trop jeunes à l'époque. Et puis quand on vieillit, effectivement, on se rend compte que les souvenirs s'en vont. Oui, absolument. J'étais au mariage de Ringo et je parlais à un ami qui conduisait à l'époque le camion des Beatles et on se rappelait un incident qui s'était passé. Et quand on m'avait volé ma veste à l'époque, il m'a dit « Mais non, c'est ma veste !» Et on discutait et je disais, moi je me rappelais également, je me rappelais exactement, c'était à Savile Row. On m'a dit non, c'était à Piccadilly. En fait, on avait le même souvenir, mais toute l'arrière-plan, toute la toile de fond était différente. Donc je crois qu'il faut mieux essayer de se rappeler maintenant, pas encore, quand il nous reste encore des cellules nerveuses. Quand on va retrouver Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr dans un studio, vous n'allez pas empêcher que les gens vont rêver d'un mini-retour des Beatles. Est-ce que c'est envisageable ou... Non, depuis la rupture des Beatles, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des gens qui nous ont offert des millions de dollars pour le faire. Mais on ne voulait pas le faire. Je crois que la carrière des Beatles, ça a été 10 ans. 7 ans, 10 ans, oui. De A à Z, en fait. Il n'y a rien d'autre qui est nécessaire. Tout cela, c'est un format tout. Et maintenant, il n'y a absolument il n'y a plus aucune raison de le faire parce que John n'est plus là. Ce serait... Donc, ce que nous faisons, c'est que si la série a besoin de faire un petit... Si on a besoin de musique, éventuellement,
on essaiera de faire un petit peu de musique instrumentale, peut-être musique vocale, mais nous ne serons que trois à ce moment-là. Et ce sera uniquement pour cette série, et il n'y aura pas de tour, il n'y aura pas de tournée, il n'y aura pas d'album. Je crois que cette idée est agréable, parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'on n'a pas été dans les studios, mais on dira, ah, non, je crois qu'il ne faudrait pas faire de tournée, ça serait idiot. On a eu notre temps, on a fait les choses, et essayer d'aller au-delà maintenant, d'améliorer, ça n'aurait pas de sens. Vous venez de parler de John Lennon. Je crois qu'on a envie de vous entendre dire quelque chose de John Lennon ce soir. On sait que vous vous êtes connu quand vous aviez 15 ans, qu'il était pratiquement votre frère. On se souvient qu'il a été assassiné en 1980. Et aujourd'hui, précisément aujourd'hui, il aurait 53 ans. Ce serait son anniversaire. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire de John Lennon ce soir-là, aux Français, rapidement? Je ne peux que vous dire quel est mon souvenir de lui, parce que nous étions très jeunes à l'époque. C'est un ami à moi qui me l'avait fait connaître. John jouait dans un orchestre à ce moment-là, et c'est comme ça que je l'ai connu, et je l'admirais beaucoup. J'étais un fan de John, même si ensuite on a travaillé ensemble. C'est la meilleure collaboration, au fond, c'est quand on admire les gens. Il m'admirait d'ailleurs aussi. C'était un vrai mélange, hein. C'était un vrai mélange. Vous signiez l'un et l'autre les mêmes chansons, presque vous ne saviez plus qui avait fait la musique de laquelle. Oui, il y avait certaines caractéristiques. Moi, j'étais plutôt du côté mélodique. John savait très bien faire des paroles. C'était un bon mélange et on s'amusait bien. Et on s'est jamais assis pour écrire une chanson en tirant la tête. La plupart des chansons, on les a écrites ensemble. Il nous fallait à peu près 3 heures pour le faire. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était un type formidable. Je me rappelle de petits détails un petit peu triviaux. Les gens croient qu'on a des grands souvenirs de quelqu'un quand on rencontre. Non, tout ça c'est parti. Mais je me rappelle des petites choses toutes bêtes. Je me rappelle des disputes qu'on avait. Et je me rappelle. Alors, à ce moment-là, il enlevait ses lunettes. Il disait non, ça n'est que moi. Des petites choses comme ça, des petits souvenirs. C'était un type formidable. Il y avait énormément de talent et j'adorais travailler avec lui. Alors, avant de revenir à aujourd'hui, je voudrais quand même montrer la fameuse série Bleu et Rouge qui sort maintenant en disque compact. Voilà, toute la compilation des Beatles qui sort maintenant aujourd'hui en France, cette fameuse série Bleu et Rouge. Alors, je vous ai aperçu tout à l'heure en train de faire la balance, c'est-à-dire le réglage des instruments là, pour le concert de ce soir. Je trouve que ça, vous venez de faire justement ce réglage sur scène. Vous faites cette émission, on l'enregistre ensemble ce soir. Dans 1 heure, vous serez de nouveau sur scène. Vous arrivez comme ça à la fois vous amuser avant un grand concert, à faire une émission avant un grand concert, vous arrivez à être décontracté sans être blasé, en vous amusant toujours? C'est vrai, il paraît que vous n'êtes pas blasé. Bien, si nous faisons ces essais, ces balances, elles sont plus longues que ce que font les gens d'habitude. C'est d'abord pour avoir le sentiment de l'environnement général. C'est comme quand on entre chez quelqu'un, on veut savoir un petit peu comment les choses se présentent, où on en est. Et puis, on joue des chansons. On a joué des chansons qu'on ne va pas jouer ce soir, qu'on ne va pas chanter ce soir. Donc, c'est simplement pour voir comment ça résonne. Qu'est-ce que c'est là, ici, il y a un écho épouvantable. Mais quand les gens viennent, ça assourdit le son et ça permet, ils absorbent le son. Donc, c'est toujours mieux le soir que l'après-midi. Donc, on sacrifie ce petit rituel à chaque fois. On ne prend pas les choses trop au sérieux ou trop au drame parce qu'il n'y a aucune raison, parce que le public non plus ne prend pas les choses au sérieux. Ça fait plus de 30 ans maintenant que je joue, et j'aime ça, je m'amuse. Sinon, je prendrai ma retraite ce soir même. Beaucoup de gens ont la nostalgie des années 60. Est-ce que vous l'avez ou est-ce que c'est une page que vous tournez et aujourd'hui vous ne comprenez pas forcément la nostalgie que les gens ont de ces années-là? Je ne pense pas aux Beatles, je pense à toutes les années 60 qui sont aujourd'hui tellement à la mode.
Oui, j'ai une certaine nostalgie. Oui. Je ne suis pas un jeune nostalgique en général. Je ne ressasse pas les jours du passé, mais le soir, par exemple, j'arrive, je bois un coup, et puis à ce moment-là, la nostalgie s'insinue. Dans les années 60, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ça a été très libérant pour moi, si j'ose dire. Ma fille est dans la mode. Elle est allée suivre pendant une saison des collections chez chez Christian Lacroix. Et c'était sa première saison il y a quelques années. Et elle est allée l'aider. Et je l'ai appelé, je lui ai téléphoné, je lui ai dit merci beaucoup. Il disait sans les Beatles, la vie ne serait pas possible. Pour moi, les années 60, c'est ça. On allait tous dans un certain sens. Nous allions dans le sens que nos parents avaient dit, que l'école nous avait dit. Et puis, dans les années 60, on a eu l'impression de découvrir notre propre direction. C'était très sain. Tout d'un coup, on n'écoutait plus les autres, l'autorité des autres, et on commençait à se poser des questions et à poser des questions. Je pense que c'est cela, j'espère que ça sera comme ça à l'avenir aussi. Alors, vous avez accepté de venir dans cette émission 7 sur 7, qui est une émission d'actualité. Vous savez que ce n'est pas une émission musicale. Est-ce que vous avez envie de montrer que, justement, vous êtes intéressé par, comme tous les citoyens, par ce qui se passe dans le monde, et que vous ne vivez pas dans un bocal hors du monde? Oui, j'ai 4 enfants, donc quiconque élève 4 enfants ne peut que s'intéresser aux choses du monde. Je ne lis pas vraiment les journaux, donc je ne suis pas vraiment complètement informé, mais j'ai un aperçu général par la télévision, ça me suffit. Paul McCartney, alors le pape et son encyclique qui s'appelle « Le splendeur de la vérité », est-ce que dans un monde qui perd un peu ses repères, vous trouvez que c'est bien qu'une église affirme ainsi ses dogmes et sa morale, ou bien est-ce qu'en 1993, vous trouvez tout ça complètement surréaliste? Je trouve ça un petit peu triste, parce que j'ai l'impression qu'on ignore les problèmes de fond, les problèmes. En Irlande, par exemple, il y a une femme qui a été violée récemment. Elle ne veut pas de l'enfant, elle ne veut pas de l'enfant de son violeur. Je pense que ça n'est que normal que de l'autoriser à ne pas avoir cet enfant. Je ne suis pas pour l'avortement tout le temps, mais je crois que dans certains cas, il faut qu'il y ait la possibilité qu'il y ait un échappatoire. Ça me paraît un petit peu médiéval comme position. Je suis navré pour les femmes, parce que c'est les femmes qui souffrent de ce genre de situation. Je connais beaucoup de femmes qui disent, mais c'est un homme qui est en train de nous dire, au nom de Dieu, quoi faire. Et je pense qu'elles ont beaucoup de mal à le croire, surtout dans les cas dans lesquels il y a vous portez l'enfant d'un criminel dont vous ne voulez pas. Donc, je pense que c'est très difficile. Je trouve que c'est un petit peu démodé qu'il le fasse, mais je crois que là aussi, sans arrêt, il faut qu'on vous redise que la contraception, c'est pas bien. Je suis pas d'accord. Vous êtes un père de famille. Les 2 fléaux aujourd'hui qui frappent le plus les jeunes, c'est la drogue et c'est le sida. Vous-même, vous avez joué avec les drogues douces. Est-ce que ça vous rend aujourd'hui plus crédible ou moins crédible pour, au fond, avertir des dangers, alerter la jeunesse contre les dangers de la drogue? Je ne sais pas si je suis crédible ou pas crédible, mais je pense que les enfants, les jeunes, écouteront quelqu'un qui a traversé cette épreuve, plutôt que, par exemple, le pape dont il pense qu'il n'a pas subi ça. Le problème avec la boisson, la drogue ou tout stimulant, c'est que nous vivons dans un monde très difficile. Si le monde était un paradis, nous serions tous des grands hommes. Mais la plupart des gens rentrent chez eux du travail, boivent un petit coup. Je crois que si des gens on vous dise ensuite vous n'avez pas le droit de le faire, c'est un peu hypocrite. Mes enfants, qui entre-temps d'ailleurs ne sont plus des enfants, sont des adultes, je leur dis, le mieux que vous puissiez faire, c'est de ne pas avoir de stimulant, d'être vous-même et d'essayer d'être heureux. Mais le monde
monde est difficile. Et je pense que quand quelqu'un prend des stimulants, je pense que, en fait, le gouvernement devrait sortir une liste. Pas forcément les gouvernements, d'ailleurs. Non, oui, une liste qui explique ce qui est dangereux, parce que je crois que les gens ne savent pas ce qui est dangereux. Par exemple, la marijuana, ce n'est pas aussi dangereux que certaines autres drogues. Le crack, la cocaïne, l'héroïne, évidemment. Le whisky, pour moi, est encore plus dangereux parce que je connais les deux et je suis plus dangereux en ce qui concerne le whisky. Ça, je vous le dis franchement. Je crois que les gens ont besoin de savoir exactement quelle est la réalité. Si vous dites à quelqu'un, prends un somnifère, la plupart des femmes, au cours des 20 dernières années, ont pris des somnifères. Pourquoi les femmes? Je ne sais pas. Enfin, pour moi, en général, c'est plus les femmes que les hommes. Enfin, je ne sais pas si c'est... Oui, non, vous avez raison de... Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font aussi, mais enfin, en tout cas, à Liverpool, c'était les femmes. Peut-être qu'elles étaient plus stressées, peut-être que c'est les docteurs. Les docteurs en donnaient plus aux femmes, j'en sais rien. Mais elles sont pratiquement, elles se shootent au Valium. Elles sont accrochées au Valium, et je crois que c'est beaucoup plus dangereux que la marijuana pour moi. Mais je pense qu'un docteur ne serait peut-être pas d'accord, et vous continuerez à vous donner des médicaments dangereux, ou le fabricant de whisky continue à vous donner du whisky. Il se peut que les gens sachent, que les jeunes sachent mieux. Je crois qu'il est raisonnable il serait raisonnable d'avoir une liste approuvée. C'est ce qu'on appelle en France la dépénalisation de certaines drogues, c'est-à-dire de dire que certaines sont autorisées parce qu'elles sont moins nocives et que ça évite peut-être tout un trafic et toute une mafia et de la criminalité aussi. Vous êtes en tout cas de cet avis visiblement. Quand on parle de drogue, évidemment, on dit quand même les Beatles ont écrit Lucy in the Sky with Diamonds, LSD. Mais c'était un clin d'œil aussi. No, you know, the trouble with people in the media, le problème des gens des médias, c'est qu'ils croient à leur propre histoire. Quand je fais des interviews, en fait, vous regardez... Non, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Non, non. Et c'est l'un des grands mythes. Je suis ravi que vous le rectifiez ce soir. Je peux vous dire ce qui s'est passé. Je suis allé chez John un jour pour écrire des chansons et son fils Julian était très jeune et est rentré avec un très joli dessin. Vous savez que les enfants dessinent souvent des objets qui volent, un petit peu comme Chagall. Et il s'agissait d'une petite fille, donc une de ses petites camarades. Et il y avait des petites étoiles. Vous savez que les enfants aiment toujours dessiner des étoiles. Et John a dit, qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est Lucy in the sky with diamonds. Lucy dans le ciel avec des diamants. Et John a dit, c'est un titre extraordinaire. Et on est parti dans un trip psychédélique. Et c'était extraordinaire. C'est après que les médias ont dit LSD. Mais ça n'a rien... C'est LSWD. Et à ce moment-là, l'histoire ne veut plus rien dire. Voilà la vraie histoire de Lucy in the Sky with Diamonds. On vient de parler de l'Europe. Vous savez ce qu'on dit des Anglais? On dit qu'ils ne sont pas européens. C'est votre cas? Je comprends cela parce que les Américains venaient en vacances et on disait où est-ce que vous allez? Ils disaient on va en Europe. On disait non, vous n'êtes pas en Europe, vous êtes en Angleterre. Pour nous, on était une île, on n'était pas dans l'Europe. Et je crois qu'il y a beaucoup d'Anglais qui continuent à avoir un problème pour comprendre cela. Mais je crois que on a l'impression qu'on nous tire vers l'Europe. Personne ne nous explique vraiment. On nous dit c'est une bonne idée. Alors on vote toujours contre et puis en fait, vous êtes, par exemple, le traité de Maastricht n'a pas été soumis aux Anglais au suffrage universel, mais vous auriez dû voter pour l'Europe. Vous auriez voté oui, non ou pas du tout. Vous votez d'abord? Est-ce que vous votez? Non, j'ai voté non. Il y a longtemps, où on avait dû voter, et j'avais voté non. Parce que je suis d'accord avec l'alliance commerciale. Je crois que ça, c'est une bonne idée. Mais la souveraineté, enlever la souveraineté de nos pays, ce n'est peut-être pas une excellente idée. Nous avons ce problème en Angleterre parce qu'il y a des gens à Londres qui disent aux gens de mon petit village ce qu'ils doivent faire. Et on dit toujours, ce type de Londres, il ne sait pas ce qui se passe, lui est à Londres et nous on est au village.
Je pense qu'on a beaucoup exagéré le problème parce que je ne pense pas que c'est de Strasbourg qu'on doit parler aux petites villes. Je crois que c'est le contraire qu'il faudrait faire. Le contrôle local, c'est quelque chose de beaucoup plus important et beaucoup moins cher d'ailleurs. Et puis qu'on ait l'alliance commerciale, parce que ça sera sans doute une bonne chose, mais je ne crois pas qu'il faille avoir cette alliance politique ou mentale. Ce sera très difficile à vendre aux Français, aux Anglais ou à qui que ce soit d'ailleurs. Ce n'est pas une idée facile. Dernière question, d'ailleurs nous arrivons au terme de cette émission et je vous remercie d'avoir participé. Nous avons eu la visite de Juan Carlos, le roi d'Espagne en France cette semaine. Moi je voudrais vous demander ce que vous pensez de votre monarchie à vous. Je vais essayer de répondre brièvement parce que c'est un sujet très long en fait. Comme beaucoup de Britanniques, j'ai été élevé dans le respect de la monarchie et dans l'idée qu'il ne pouvait rien faire de mal. Et puis dans les récentes années, c'est une idée qui a changé chez les Britanniques. Et aujourd'hui, c'est un petit peu difficile pour les gens quand ils voient des gens au pouvoir qui devraient être l'exemple, les mariages royaux, par exemple, qui tous échouent. Donc on ne peut plus les regarder en ayant le sens du merveilleux. Nous voyons qu'ils sont faillibles aujourd'hui. On le savait. Quand on était gosse, il y avait une blague, on disait « Est-ce que la reine va au WC ?» Et on se demandait ça. Ben, aujourd'hui, on sait, elle y va. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Je pense qu'ils n'étaient pas là. Il faudrait de toute façon qu'il y ait des chefs d'État pour signer les documents, etc. Donc, en tant que chef d'État, je pense qu'ils ne sont pas forcément mauvais, mais cette idée, ces vieilles idées démodées, la chasse à cour, etc., tout cela, là, je crois que tout ça est très... la chasse au renard, le prince Charles qui va à la chasse au renard, non, c'est très véritablement démodé. Je crois qu'il aurait mieux à faire que Henri VIII y aille, d'accord, mais le monde a un petit peu changé. Maintenant, ça allait assez vraiment grotesque. Mais bon, c'est mon avis personnel. Donc, je suis d'accord avec la royauté, mais c'est plus si facile qu'avant. Dernière question, promis. Cette fois, je vous lâche. On a eu la dernière. C'est la dernière. Absolument. Alors, dites au public d'attendre. La politique, on l'a abordée comme ça, par petites touches. C'est pas tellement votre affaire. J'ai l'impression que vous n'aimez pas tellement la politique. On vient de parler de la famille royale, on vient de parler de l'écologie, on vient de parler d'un certain nombre de problèmes de politique internationale. Mais la politique de votre pays, on sait que vous n'aimez pas Madame Thatcher, Monsieur Major, je ne sais pas si vous l'aimez beaucoup, mais je n'ai pas l'impression que la politique soit tellement votre affaire. C'est vrai? Non, ça m'intéresse. Je ne suis pas convaincu. Quand je dois voter à une élection, j'ai le sentiment de devoir voter. C'est un devoir. Mais je ne vote jamais pour quelqu'un que j'aime vraiment. Je n'arrive pas à trouver un candidat que j'aime. Aucun. Ils m'apparaissent tous démodés. Aucun n'a des idées neuves. On me disait que récemment, les hommes politiques, enfin jadis, il y avait ce qu'on appelait le leadership. On avait des leaders. Et aujourd'hui, on appelle ça un followership, le suivisme. On regarde les sondages, 40% des gens qui veulent que... Je crois pas... Non, les gens n'aiment pas ça. Je pense que le problème, pour moi en tout cas, c'est je voudrais un Abraham Lincoln, quelqu'un en qui on puisse avoir foi, quelqu'un vers qui on pourrait lever la tête en disant « lui, il sait ». Mais il y en a vraiment très très peu. Il y a toujours des gens qui s'opposent en dirigeant, mais qui ne le sont pas vraiment. Moi, j'aime les leaders forts. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup en ce moment. Merci beaucoup, Paul McCartney.